Donc, Sabria, Oui, qui es-tu mais déjà? qui suis-je? Alors, je suis Sabrine, donc biologiste. J'ai fait des études universitaires de biologie moléculaire et cellulaire. Donc, je suis une spécialiste de la physiologie cellulaire, de sa génétique, de son métabolisme. Et j'ai une spécialité, c'est la microbiologie. Alors, c'est la spécialité de l'infiniment petit. C'est-à-dire que je suis capable de zoomer jusqu'au très petit pour essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur du corps. Donc, je suis une pure universitaire et j'exerce aujourd'hui en cabinet et je mets à profit mes connaissances de biologie, de sciences naturelles pour justement aider les personnes à relancer leur fonction métabolique. Souvent, ce sont des personnes qui se sentent pas très bien, qui arrivent en cabinet, qui sont suivies en médecine conventionnelle et qui cherchent à avoir des approches complémentaires de la médecine. Alors, donc j'ai trois valeurs qui me ressemblent. C'est que j'ai évidemment une approche scientifique et méthodique. Je crois vraiment au pouvoir des plantes et des vitamines. Les plantes ont inspiré toute la pharmacopée aujourd'hui. Et si aujourd'hui on a des médicaments qui fonctionnent très bien, c'est parce que les plantes ont inspiré justement cette recherche et ce développement. Et je crois aussi que le remède, notre remède, ben c'est nous. C'est-à-dire que dès qu'on décide d'aller bien, quand on fait le choix d'aller bien, on a la possibilité de se guérir et de trouver les solutions pour aller mieux. Voilà. Alors, Donc, ouais, comment va se passer cette présentation? C'est sûr qu'ils sont tendancieux. Trois étapes, c'est ça? oui, c'est ça. D'abord, donc tu vas d'abord nous dire le constat que tu fais en cabinet. Exactement. OK. Après, tu vas nous expliquer finalement qu'est-ce qui se joue physiologiquement, Mm. hein, dans notre corps. Et ensuite, on réfléchira ensemble de quels enseignements on peut tirer de tout ça, en particulier pour l'entreprise de demain. Exactement. Alors, en science, on est tout le temps en train de s'interroger, on est tout le temps en mouvement. Et on a des croyances aujourd'hui, en tout cas nous avons tous la croyance forte que pour être en bonne santé, il faut de l'eau, il faut de la lumière, de l'énergie, il faut aussi du mouvement, il faut bien manger et être connecté à ce que la terre produit, pas trop transformer les choses. Et donc c'est vrai qu'on pense tous que quand tous ces ingrédients-là sont réunis, alors il ne peut rien se passer. Sauf que dans la réalité des faits, ce n'est pas toujours le cas. On le constate souvent dans notre entourage. Et ce que je veux surtout vous dire au travers de cette slide-là, c'est qu'en entreprise, c'est pareil. On a des croyances. On pense que certains ingrédients vont faire que l'entreprise va fonctionner. Alors, on va parler d'agilité, de bienveillance, de tas de choses, de coaching. Sauf que ça ne se passe pas toujours pareil. Et en fait, ce que je veux vous inviter à faire, c'est à reposer nos croyances aujourd'hui, comme on le fait nous en sciences, au sein de l'entreprise, même si on est certain que tel ingrédient doit marcher, si elle ne marche pas, il faut toujours se réinterroger et vraiment être en veille sur les éléments qu'on peut bouger. Parce qu'en fait, c'est exactement ce qui se passe en sciences et dans le monde du vivant. Et l'entreprise appartient aussi au monde du vivant. Une remise en question un peu plus profonde, ce Oui. qu'on a l'habitude de faire en fait, hein. OK, alors, qu'est-ce que tu constates dans ton cabinet? Alors, ce que je constate dans mon cabinet aujourd'hui, c'est qu'on va avoir plusieurs postes qui vont être touchés quand le stress est exacerbé. On est souvent sur un système digestif qui est altéré. Alors, le système digestif, il part de la bouche jusqu'à la sortie. Et souvent, on a l'intestin qui ne va pas bien, avec, par exemple, des constipations, des accélérations de transit, qui se terminent toujours par une médication tout le long de la vie. Et c'est quelque chose qu'on garde en soi, qui n'est pas réglé, qu'on considère comme malheureusement comme un boulet à se trimballer jusqu'au bout. Il y a l'estomac aussi que je constate beaucoup qui est fragilisé. Alors, quand, quand c'est juste bénin, c'est des acidités gastriques. Dès lors que ça s'aggrave, on va se retrouver avec des ulcérations. Et qui dit ulcération va dire à un moment donné médication importante aussi. Et l'ulcère, c'est assez embêtant parce que ça peut même se cancériser. Donc, on est sur des situations un peu plus graves. Donc là, l'ulcère, c'est l'aggravation de l'acidité gastrique chronique. On va avoir le foie aussi qui se fragilise. Le foie est un organe métabolique. J'y reviendrai un petit peu plus tard, avec des troubles du cholestérol, avec des médications encore tout le long de la vie.
Bien évidemment, qui dit stress dit cardiovasculaire, j'y reviendrai tout à l'heure aussi, ça se dégrade. Quand ça s'aggrave, on se retrouve avec des opérations vasculaires, avec des postes de stent. Alors, bien évidemment, il y a l'alimentation qui va rentrer en ligne de compte, qui est induite par le stress aussi. Et enfin, tout le monde peut-être a entendu cette expression, j'en ai plein le dos, avec des douleurs lombaires, des douleurs dorsales, des cervicalgies, qui sont souvent liées à l'émotionnel. Et là, je reprends le point numéro 1. L'émotionnel est quand même le socle de toutes les maladies, on va dire, de la matière. Nous sommes matière, nous sommes des cellules. Et en fait, nous sommes beaucoup en interaction avec l'émotionnel. Ça veut dire que tous les problèmes de santé qu'on va avoir vont souvent relever d'un côté émotionnel au départ. On va être bouleversé et ça va avoir un impact sur notre alimentation, sur nos addictions. On y reviendra après. Et à un moment donné, ce qui est important de savoir, c'est qu'on arrive à une zone d'effondrement. Voilà. Et je remarque qu'il y a beaucoup de facteurs qu'on ne voit pas de l'extérieur. Ah non, À la limite, totalement. le mal de dos, c'est peut-être celui qu'on va peut-être constater le plus facilement, mais l'employeur, lui, il ne doit pas voir beaucoup de choses. Alors, du coup… Tu as raison, mais globalement, tu les sens, je dirais, ces impacts-là, toi en tant qu'individu. Ah oui. Après, c'est comment tu communiques avec ton employeur, ça, c'est un autre débat. Mais je pense que tu les ressens. Tu vois bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et après, que tu ne le caractérises pas finement, ça, c'est autre chose, parce que je crois que c'est plutôt un métier déjà. Mais bon, à mon avis, ça me parle, moi. Et simplement, je voulais juste faire une parenthèse, je vais faire mon style vite. On a eu une réunion d'exécutive Airbus à mardi, et on a eu 1 heure avec un neuroscientifique, enfin une, en l'occurrence allemande, que tu dois connaître peut-être. Enfin, j'ai trouvé, il y a des éléments qui m'ont l'air de faire écho à ça, sur la façon dont elle a décrit un tant soit peu les quelques remèdes ou les quelques pratiques plutôt qu'on pouvait mettre dans l'entreprise pour essayer d'amortir un peu tous ces éléments qui tapent sur le système au sens large. Ok. Je ferme la parenthèse. Si j'ai des éléments, je les partagerai simplement pour que les uns ou les autres puissent les prendre en compte, et puis après chacun bien évidemment verra si ça parle ou si ça ne parle pas. Ok, ça marche. Super, merci Laurent. Donc, du coup, quel est le mécanisme physiologique, processus qui est à l'œuvre dans cette histoire? Alors, je vais tâcher de vous expliquer et de vulgariser mon propos. Si jamais je suis trop scientifique dans mes termes et que si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à lever la main, mais j'ai vraiment fait l'effort de vulgariser ça. En fait, on est régi par 2 systèmes nerveux, le système nerveux orthosympathique et le système nerveux parasympathique. Ce sont 2 systèmes nerveux qui sont antagonistes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand l'un s'exprime, l'autre s'inhibe. Ils sont en on, off, et c'est un système de balance. Le système orthosympathique va générer la réaction à un événement. C'est totalement physiologique. Ça veut dire que si vous n'aviez pas d'orthosympathique, on serait tous totalement inhibés, sans réaction, apathiques. Donc, l'orthosympathique est indispensable à la réaction, à la réponse. Ça veut dire que je vois un stress et je vais avoir une action de réaction. Alors là, j'ai schématisé un tigre, un petit bonhomme qui s'enfuit, mais ça peut être le petit bonhomme qui combat le tigre aussi. Au niveau physiologique, il va se passer 2 choses. Lorsque l'orthosympathique s'exprime, eh bien, il va y avoir une augmentation de l'activité cardiovasculaire et une augmentation du sucre sanguin. Pourquoi? Parce que lorsque quelque chose vous fait peur, de manière naturelle et spontanée, le cardio va s'emballer. Et quand le cardio va s'emballer, ça veut dire qu'il va nourrir les muscles pour un combat ou pour une fuite ou pour une réflexion cérébrale. Et donc, on a besoin de sucre. Donc, le foie, le corps va livrer le sucre aux muscles et au cerveau pour pouvoir réfléchir, combattre, agir ou fuir. Ça veut dire que quand l'orthosympathique s'exprime, que le cardio s'exprime de manière aiguë et que le sucre se déverse dans le système, le parasympathique, c'est ce qui vient après, mais on a une inhibition totale de l'activité sommeil et des mécanismes de digestion. Ça veut dire qu'à un moment donné, si un mammouth vous fonce dessus, la dernière chose que vous aurez envie de faire, et ça ne serait pas normal, c'est d'avoir envie de dormir et d'avoir envie de manger et de digérer. Ce n'est pas possible physiologiquement. Ça veut dire que toutes les personnes qui sont stressées ne vont pas pouvoir dormir et ne vont pas pouvoir digérer. Donc, c'est prévu par la physiologie.
quand vous avez réglé votre problème. Ça veut dire qu'on a abattu le mammouth, ça veut dire qu'on a terminé un dossier professionnel, ça veut dire qu'une réunion s'est bien passée, on a mis en œuvre les solutions pour ne plus se sentir menacé physiologiquement. Alors, l'orthosympathique redescend et le parasympathique s'exprime. Ça veut dire que si l'ortho baisse, le cardio se calme et le sucre revient dans les cellules. Il a souvent été consommé pour le combat ou l'activité cérébrale. Et le parasympathique va s'exprimer et c'est le repos, le lâcher-prise. Et quand le parasympathique s'exprime, il se passe quoi? Une inhibition de l'activité cardiovasculaire, ça je vous l'ai dit, et une diminution du sucre sanguin et par voie de conséquence, une activation des mécanismes de digestion et des activités de sommeil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est qu'une fois que vous aurez réglé votre problème, que vous serez capable de digérer un repas et que vous serez capable de dormir correctement. Ça, c'est la physiologie normale. Je voulais schématiser comme ça. On arrive le matin au travail, on passe la journée, on est en orthosympathique, on est en action, on règle les problèmes, on travaille, on fait du sport, on est stratège. Vers 17 h, la sérotonine commence à s'exprimer, l'ortho redescend, le cardio se baisse, on n'est plus en vigilance, on va rentrer en mode je me détends, je rentre à la maison. Et le parasympathique va s'exprimer à ce moment-là, repos. On va manger avec sa famille, ses amis ou tout seul tranquillement. On va récupérer le soir. En même temps, on va détoxifier son corps. Ce sont des mécanismes physiologiques. Et on va se réparer. Et le lendemain, on repart sur un cycle. Seulement, voilà. Est-ce que ça veut dire que l'expression qui consiste à dire le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt et pas si net que ça? C'est la condition de bien dormir la nuit. Hein. Oui, bien sûr. Oui, non, il ne faut pas se lever à 3 h du matin pour commencer. Non, mais on a l'impression que c'est décalé sur la gauche par rapport à ce qu'on vit. La vie appartient à cela, mais la journée peut commencer tôt. Hein. C'est sûr que si vous dormez jusqu'à midi, votre parasympathique, il est complètement décalé. Je ne suis pas en désaccord avec le monde appartient à celui qui se lève tôt, mais se lever tôt, en fait, il faut revenir au mode ancestral où on n'avait pas de lumière, où l'homme suivait le soleil. Et quand le soleil se levait, c'est le moment où on allait se mettre à chasser, à aller passer à l'action pour se nourrir, pour défendre son territoire, pour aller chercher de l'eau, etc. Il faut rester dans le primaire, en fait, dans les fonctions primaires de l'organisme humain. Donc, dans 86% des cas que je reçois en consultation, eh bien, ce n'est pas ça que je vois. Et on voit plutôt des gens qui sont bloqués en orthosympathique, souvent nuit et jour. Ça veut dire que le cardio est souvent exacerbé et l'activité sommeil et l'activité digestion n'est pas activée par le parasympathique, ça ne marche pas, c'est logique. L'innervation de l'intestin et des voies, la synthèse des neurotransmetteurs qui permettent de dormir n'est pas faite correctement. Et ça veut dire qu'on a des sujets qui prennent des excitants le matin pour tenir, donc café et compagnie, enfin en excès évidemment, et des gens qui prennent des somnifères le soir pour dormir. Ça veut dire que le para n'est pas assez puissant pour activer le sommeil de manière naturelle. OK ? Donc, on a des gens un peu comme, qui courent après, qui sont en orthosympathie. Orthosympathicotonie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des gens qui dorment mal, ça veut dire des gens qui ont des addictions au sucre parce qu'il y a besoin de sucre toujours qui nourrisse le cerveau. Ils digèrent mal et ils ont une hypertonicité cardiovasculaire qui génère aussi de la fatigue. N'oubliez pas qu'on est dans une dystonie neurovégétative, ça veut dire que l'ortho est exacerbé, trop de cardio, ça veut dire que c'est des gens qui prennent des hypotenseurs, c'est-à-dire qu'ils sont tellement toujours avec leurs problèmes, ils les amènent à la maison, le para n'arrive pas à s'exprimer. Donc, ce sont des gens toujours en ortho parce qu'ils ne règlent pas leurs problèmes, en fait. Le problème n'est jamais réglé. Ce n'est pas forcément de leur faute. Hein. Et donc, on arrive sur des schémas déséquilibrés, à savoir, on arrive au travail, on fait sa journée, et puis, on amène les dossiers à la maison, on réfléchit encore sur ce qu'on aurait dû dire ou ce qu'on nous a dit, sur ce qu'on n'a pas pu faire, qu'on aurait voulu faire, sur des contrariétés souvent enfantines. Bref, on ne dort pas bien, on ne se répare pas bien, on ne digère pas bien, on assimile mal, on a des addictions au sucre. Ce sont des personnes souvent qui vont chercher le sucre à 17 h ou le soir. Ils ont besoin de finir avec un pool sucré et ça repart. Et puis un jour,
Ça va tenir quelque temps. Cet équilibre-là, il va être réglé avec des médicaments, il va être réglé avec des supports, on va dire, peu importe. Ça sera tenable, voire invisible. Et puis un jour, il va y avoir la zone d'effondrement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les systèmes ne peuvent plus tenir et quelque chose va craquer. Et ce sont ces zones-là qui vont faire qu'à un moment donné, on peut avoir des effondrements plus ou moins graves, avec des morts, hein, des AVC qui sont mortels, des cancers foudroyants, on le voit souvent, des gens qui tiennent. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré dans votre entourage, en tout cas je ne vous le souhaite pas, des cancers du pancréas du sujet jeune en bonne santé, foudroyants et qui les finit en 3-4 mois et on ne les a pas vus venir, ces gens. On ne les a pas vus venir. Donc la dystonie, elle a été très discrète et très absorbée. Oui. Tu as parlé d'AVC. Oui. J'avais l'impression, moi, que ça conduisait plutôt à des AIT. Alors, on est dans l'accident vasculaire. De toute façon, sans rentrer dans le détail. Oui, en fait, je voulais vraiment garder un chapeau commun sur l'accident vasculaire parce qu'après, on va rentrer dans le détail. Est-ce que c'est l'artère qui va se percer? Est-ce que c'est un caillot qui va bloquer le passage du sang? Quoi qu'il en soit, c'est une catastrophe. En fait, ces deux trajectoires sont des catastrophes et l'origine, elle est cardiovasculaire de toute façon. Ça veut dire qu'on est dans la dystonie neurovégétative et une surexacerbation de l'activité cardiovasculaire. Quelle qu'en soit la trajectoire, on ne va pas tous faire les mêmes maladies. Hein. Alors, il y a 2 organes très impactés par cette dystonie neurovégétative, c'est l'intestin. Souvent, ce sont des personnes qui vont avoir le moral en difficulté, un comportement agressif. Gandhi disait d'ailleurs qu'on réglerait des problèmes de guerre dans le monde si on apaisait les intestins de chacun. Oui, c'est vrai. Bonjour maman, je vais manger. Donc voilà. Et alors l'intestin, ce qu'il faut vraiment... Je suis en conférence. Désactiver. Voilà. L'intestin, c'est le lit de l'immunité. Et qui dit immunité, qui dit responsable de l'immunité, ça veut dire qu'il est capable de vous défendre contre les agresseurs extérieurs, les bactéries, les virus et tout ce qu'on connaît. L'immunité, c'est la reconnaissance de ce qui est à vous et ce qui n'est pas à vous. Ça veut dire qu'un intestin, une allergie, c'est j'ai une réaction exacerbée à quelque chose qui normalement ne devrait pas générer de réaction aussi délirante. L'auto-immunité, c'est une pathologie, si vous voulez, c'est votre corps qui ne fait pas la distinction entre ce qui est à lui et ce qui n'est pas à lui, et il tape sur ce qui est à lui. Une pathologie auto-immune de la thyroïde, c'est-à-dire que vous avez des anticorps qui vont détruire votre thyroïde, et on a envie de dire, mais non, arrête, c'est à toi cette thyroïde, calme-toi. Ben non, il détruit la thyroïde et c'est une hypothyroïdie d'Hashimoto. On va avoir des diabètes de type 1 avec la destruction du pancréas. On va avoir des psoriasis, qui est une pathologie auto-immune aussi, destruction de la peau. On va avoir des scléroses en plaques aussi, avec destruction du tissu nerveux. Donc ça, c'est de l'auto-immunité. Ce qu'on ne sait pas dire, c'est pourquoi le corps va choisir de détruire tel organe ou un autre. Ça, on n'en sait rien. Maintenant, on sait que quand il y a des dysfonctionnements immunitaires, on a des attaques d'organes qui sont à vous. Et donc, en fait, en allopathie, ils donnent des immunosuppresseurs parce qu'ils considèrent que vous avez une réaction exacerbée et pour vous protéger, ils calment l'immunité. Mais ça met en danger aussi parce que l'immunité, elle est aussi en charge de reconnaître les cellules qui sont bonnes et les cellules qui sont altérées. Et les cellules cancéreuses, ce sont des cellules qu'on peut produire, nous. Ce sont juste des erreurs de réparation en usine. Quand vous avez des chaînes de production, il peut y avoir une erreur. Je ne sais pas, un yaourt avec le couvercle mal fermé. Eh bien, ce n'est pas grave, on le retire, il va à la poubelle. L'organisme, c'est pareil, il produit des cellules altérées. L'immunité est là pour les réparer, voire les neutraliser. Si on n'a pas une bonne immunité, alors il y a des process cancéreux qui peuvent prendre la main et c'est là où on arrive avec des cancers parfois silencieux. Et c'est parce que l'immunité n'a pas su reconnaître l'altération de la cellule. L'intestin est extrêmement important parce que c'est là où il va capter toutes les vitamines et en fait toutes les synthèses protéiques vont venir de l'absorption. Donc tout ce que vous mangez, l'intestin va l'assimiler. Si vous avez des carences, il peut y avoir des choses assez dingues, comme par exemple une carence en chrome va conduire une addiction exacerbée au sucre ou va altérer le métabolisme du cholestérol. Le zinc est essentiel à l'insuline. Donc moi, tous mes diabétiques qui prennent de l'insuline, je leur donne toujours du zinc
pour optimiser la fonction de l'insuline. Et souvent, ils arrivent avec leur endocrinologue à réduire l'insuline parce qu'on a mis le zinc et ça rend powerful leur insuline. Ça muscle l'insuline. Bref, les carencés en calcium ont du mal à se relaxer musculairement. Et les carencés en magnésium manquent d'allergie. Et le magnésium, c'est une spirale infernale vers le bas. C'est-à-dire que si vous ne compensez pas, vous descendez assez rapidement. D'énergie. Oui, complètement. Et le moral vraiment en berne. Donc, l'importance de l'intestin. Il y a un deuxième organe, c'est le foie. Le foie, il est en charge de vous nettoyer, c'est un filtre. Il est en charge de l'immunité aussi, puisqu'il produit des cellules immunitaires. Et aussi, il est en charge de synthétiser les précurseurs hormonaux. Ça veut dire qu'on peut avoir des troubles hormonaux féminins à cause, non pas des ovaires ou des organes féminins, mais plutôt à cause du foie. Et même au niveau de la thyroïde va synthétiser de la T4 et de la T3. La T4 est inactive. Elle va s'activer pour 93% dans le foie. Si le foie n'est pas fonctionnel, vous allez avoir une thyroïde qui va synthétiser des bons dosages de T4, T3, mais avec un foie qui ne les active pas ou un rein qui ne les active pas. Ça veut dire quoi? C'est que là, c'est des gens qui arrivent avec des symptômes cliniques d'hypothyroïdie, avec des analyses de sang qui sont nickel au niveau thyroïdien. Et ce sont des gens qui sont perdus. Alors, ces personnes-là, on travaille sur les systèmes hépatiques pour réactiver justement ces hormones-là. Alors, du coup, qu'est-ce qui est à l'origine de tout ça? Qu'est-ce qui fait que dans l'entreprise aujourd'hui peut jouer un rôle, en fait, hein, parce qu'on est d'accord qu'on est sur quelque chose de systémique qui dépasse le cadre de l'entreprise, mais quel rôle peut jouer l'entreprise dans tout ça? Alors, comme je vous disais en introduction, nous sommes matière. Moi, je vous ai fait donc une présentation sur la cellule, donc c'est quelque chose de visible. Maintenant, on est tous impactés par une émotion ou quelque chose qui est dans votre environnement, bien sûr. Bien évidemment, si vous fumez des cigarettes, vous allez avoir un cancer du poumon. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'impact de l'émotionnel est vraiment central dans l'origine de ce que les personnes vont ressentir physiquement. Mais ça va être des peurs, ça va être de l'anxiété, ça va être des angoisses, ça va être des chocs émotionnels. Un salarié peut arriver avec des chocs émotionnels de l'enfance, c'est souvent le cas. Et il y a des petites choses qui vont se passer dans l'entreprise qui vont rappeler cet événement-là. Par exemple, j'ai eu le cas il n'y a pas très longtemps, une personne qui me disait « J'en ai marre, ma N+1 me dit tout le temps « Tu ne m'as pas mis en copie du mail, tu ne m'as pas mis en copie du mail, tu es passé directement au N+2 ». Et ça a agacé cette personne que j'avais en consultation. Et donc, je lui ai expliqué, enfin, j'ai en tout cas tenté de lui expliquer que la N+1 avait probablement, là, elle lui illustrait un souci de reconnaissance et qu'elle avait besoin d'être, reconnue comme chef et que ses chefs à elle fassent le constat qu'elle n'était pas zappée par son équipe. Ça dépasse complètement le champ du travail parce que c'est assez stérile en fait comme situation, mais tout le monde a une blessure qui va s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Et ce que j'explique, c'est que nous ne devons pas être les remèdes des uns et des autres. Il faut qu'on se soigne nous, hein, ce que je disais tout à l'heure. Mais ça va être de l'humiliation, du rejet, de l'abandon, de l'injustice qui vont tous venir des blessures qu'on se trimballe d'avant. Ok. Qu'est-ce qu'on avait après? Oui. Peut-être qu'on peut déjà là faire une pause pour faire une session de questions-réponses. Oui, allez. À ce niveau-là.